Et si on se la racontait? Et si on se la racontait? Bienvenue sur ce podcast réalisé et animé par des membres de l'association de l'UNADEF de Toulouse. Nous sommes déficients visuels Et souhaitons partager nos aventures. Nos rêves. Ce qui nous anime, Et bien d'autres choses encore. Fermez les yeux, détendez-vous et bonne écoute. Et si on se la racontait, aujourd'hui, dans les studios de l'UNADEV, avec Alicia, 22 ans, tu es la fille de Viviane et Claire, tu as 2 enfants qui ne sont pas présents aujourd'hui, une fille de 33 ans, une fille de 23 ans. C'est ça. Et moi, Ambroise, j'ai une petite fille de 8 ans. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on va parler de parentalité et de handicap. C'est un thème qui a été proposé par Viviane. Viviane, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as voulu proposer ce thème ? Alors, j'ai voulu proposer ce thème pour sensibiliser les personnes valides qui ne sont pas impactées par ce sujet, parce que c'est une discussion que j'ai eue récemment avec ma fille également sur le handicap, et je trouvais ça intéressant de savoir comment les enfants vivaient le handicap au quotidien, dans leur développement et dans leur enfance. Et c'est pour ça que Alicia est là. Alicia, tu es la fille de Viviane, donc. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Vous avez monté une association toutes les deux, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? On a monté une association tournée autour du bien-être, donc en passant par la parole et par le mouvement, par le corps aussi, parce que je fais de la danse et on trouvait ça intéressant de mêler les deux pour apporter 2 aspects. Un aspect un peu expression corporelle, Exactement, et oui, c'est ça. de permettre aux gens De s'exprimer, qui ouais. sont dans cette situation de s'exprimer. C'est ça. Est-ce qu'il y avait un message que tu voulais faire passer en proposant ce thème, Viviane ? Oui, il y avait un message parce que moi, je suis d'un côté psychologue et d'un autre maman, et je me suis rendu compte que j'avais très peu évoqué le sujet, que j'avais surtout pas les outils pour le faire. Et avec du recul, on se dit que si on peut sensibiliser d'autres personnes, leur donner des clés un petit peu pour que les choses se passent au mieux, c'est toujours intéressant. Et c'est aussi un petit peu l'objet de ce podcast. On va parler de tout ça. On va évoquer le vécu d'Alicia en tant qu'enfant de personnes handicapées. Et puis notre vécu à nous 3 de parents. Comment on a vécu ça aussi de notre côté. Claire, qu'est-ce que tu as à dire toi sur ce sujet ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta situation ? Moi, je trouve que c'est intéressant ce podcast aussi. C'est pour ça que je suis là aussi, parce que je pense que c'est important. Moi, je sais que j'ai pas parlé à mes enfants, mes 2 filles, de mon handicap. Et maintenant, elles ont eu tendance à me dire qu'elles l'avaient mal vécu. Et moi, à l'époque, c'est vrai que j'avais pas pensé qu'elles pouvaient mal le vivre. Alors bon, c'est une découverte qui est frappante, quand même, qui est marquante. Et je me dis qu'effectivement, à l'heure actuelle, je pense que je ferais certainement autrement en sachant ça à présent. Et comme disait Viviane, je pense que c'est le message de ce podcast. Je pense que c'est pour les futurs parents de parler à leur enfant et d'avoir les outils, comme tu disais, Viviane, pour le faire, pour expliquer aux enfants. Et oui, c'est un sujet qui doit être abordé, qui mérite d'être un dialogue entre le parent et l'enfant. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Comment tu as vécu ça, Alicia ? Comment l'enfant que tu as été a vécu alors je parle on va dire de la petite enfance, on va dire à partir de on va prendre l'âge de ma fille comme âge de référence, 8 ans. Et comment après ça s'est développé dans l'adolescence, etc. Moi, je dirais que quand on est assez jeune, on s'en rend pas forcément compte. On le vit comme la normalité, en fait. Et on aide... après, ça dépend des caractères, mais je pense qu'on aide avec envie. C'est pas du tout un problème. La seule difficulté que ça peut représenter, je pense, c'est qu'à l'école, si les autres peuvent s'en rendre compte ou perçoivent une certaine fragilité, ça peut amener à certains problèmes dans les groupes ou les choses comme ça. Mais sinon, moi, je l'ai pas mal vécu. Après, c'est vrai qu'on se rend compte qu'en grandissant, peut-être, il y a des différences. Par exemple, on va
aider plus régulièrement, Ouais. lire les étiquettes. On parlait Accompagner, d'autonomie etc. un peu en off tout à l'heure, Voilà, c'est effectivement. ça. Ouais. Oui, on développe très vite une autonomie plus importante et en plus ça crée une différence en général avec les autres enfants parce qu'on grandit plus vite. Mais moi je l'ai pas mal vécu. Après je pense que effectivement peut-être que ça peut être plus Ouais. mal vécu. Mais... Et comment tu t'es sentie par rapport aux autres enfants? Justement, tu parlais de différence entre eux et toi. Est-ce que tu t'es sentie différente, à l'écart, à part, ou au contraire intégrée? Est-ce qu'ils étaient curieux justement de ce que vivait ta mère, de la situation de ta mère? Alors ils n'étaient pas curieux parce que en fait un peu comme Claire, on n'en parlait pas. Enfin c'était un peu inexistant. C'était sous-jacent, mais Oui. c'est quelque chose qui était assez naturel, j'ai l'impression, dans Voilà, votre famille. c'était Ouais. plus naturel et on a eu cette discussion vraiment très tard. En fait, on a mis des mots dessus, mais très récemment, vers mes 21 ans. Et c'est là où on se rend compte des choses, mais avant, on n'en parle pas. Et par contre, la différence se sent. Je pense qu'il y a une différence qui se crée et qu'on ne sait pas mettre des mots dessus quand on est plus jeune, mais qu'on comprend plus tard et que les autres perçoivent assez vite en général et que du coup, oui, il y a une différence. Peut-être que ça rend l'inclusion plus difficile. Ouais. Et plus tard, alors justement, parlons un peu de l'adolescence, qui est une période un peu difficile pour tout le monde. Est-ce que ça a changé par rapport à un âge un peu plus... ou quand tu étais enfant, qu'est-ce qui a changé? Quel était ton point de vue d'adolescente? Comme tous les adolescents, je pense qu'à un moment donné, on a envie d'être normal et d'aller vers la facilité, d'être un peu comme tout le monde et de se faire des amis facilement, de sortir, parce que ça crée aussi ce côté-là qu'on sort peut-être moins, on est peut-être plus présent ou qu'on a des responsabilités peut-être un peu plus importantes. Et du coup, oui, à l'adolescence, il y a toujours ce côté-là de se dire, mince quoi, enfin, en plus on comprend pas. Et moi, ce qu'on m'a dit et qui m'a le plus aidée, c'est que vraiment, on m'a dit, mais à un moment donné, est-ce que c'est pas difficile aussi pour le parent de demander de l'aide à son enfant, de se mettre dans cette position-là, d'avoir besoin en fait de l'autre. Oui, d'exprimer ses Mm. besoins Et c'est auprès de pas son si enfant. simple. Et qu'après, on en prend plus conscience et il y a eu ce déclic-là. Mais on passe tous par la phase un peu, oui. Et alors Claire, toi, tes filles ont un vécu un peu différent, je crois, de celui Oui. d'Alicia. Oui, tout à fait. Moi, ma première fille, déjà, elle l'a vécu dans le secret parce que je vivais très mal mon handicap. Bon, même si j'y voyais mieux qu'actuellement, mais je le vivais pas bien et du coup, voilà, elle l'a vécu dans le secret, donc ce qui n'est pas facile pour un enfant. Hein, Mais un ça aide secret, pas non, à assumer le truc, forcément, quoi. ça aide Ouais. pas, surtout pour en parler. Enfin, forcément, Oui. on n'en parlait pas. Donc Ouais. voilà, déjà. Et puis, il fallait pas le dire. Donc, elle avait un poids, certainement, voilà, sur elle. Après, la seconde, ça a été un petit peu différent. Je l'acceptais un peu plus, mon handicap, mais il a fallu quand même une petite aventure, une mésaventure qui a fait que là, j'étais un peu obligée de le dire ouvertement aux écoles et à Ouais. tout le monde. Alors, tu parles de mes aventures, là tu Oui. nous teases un petit peu, on a envie de savoir. Mais en fait, en dernière année de maternelle, j'ai été chercher ma cadette, Salomé, à l'école. Et en fait, donc je l'habillais toujours d'une manière avec des couleurs vives pour que je puisse la repérer facilement dans la cour d'école, etc. Et puis, elle était toute blonde. Donc voilà, j'avais ce repère-là. Et en fait, j'ai embarqué une autre petite fille qui était blonde aussi, qui avait des vêtements de la même couleur que Salomé, mais ce n'était pas Salomé. Ouais. Mais heureusement, je m'en suis aperçue avant de sortir de Eh oui. l'enceinte de l'école. Sinon, tu ne serais pas là pour en parler aujourd'hui, je pense. Peut-être, ouais, je serais en prison pour enlèvement d'enfants, voilà. Ouais. Et donc, je l'ai ramenée. Mais en plus, la petite fille, elle est partie avec moi tout Ouais. à fait naturellement. Donc, ça m'a pas interpellée, tout d'abord, parce Ouais. qu'elle est partie avec moi. Et après, donc, du coup, là, j'ai décidé de dire, quand elle est rentrée Oui. à l'école primaire, de dire, voilà, je suis une maman malvoyante. Et avec tout ce D'assumer que un ça peu implique, le- oui, Ouais. voilà, d'assumer. Et il n'y a pas eu de répercussions, comment l'ont pris les parents de cet enfant qui a été presque enlevé? j'ai Ils envie l'ont de pas dire. su. Ils Ils l'ont pas su. d'accord. Non, ils l'ont pas su. Heureusement, peut-être. Oui, heureusement. Oui, ça, Ok. les dames de service n'ont pas ébruité Bon, ça va. Ok. l'affaire et ça c'est. Ça a été étouffé dans Oui, l'œuf. oui, tout à fait.
Voilà. Ok. Moi, j'ai plein de questions. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on approfondisse, parce que j'ai une fille de 8 ans aussi qui me guide beaucoup, et j'ai toujours un petit peu peur de la charge mentale, entre guillemets, que peut représenter mon handicap pour elle, parce que effectivement, lire les étiquettes dans les magasins, les tableaux d'affichage dans les gares, les panneaux. Moi, je vous parlais de chercher un distributeur de billets. Ma fille a su très tôt ce que c'était et à quoi ça servait. Il y a plein de choses comme ça, dès 5 ans, 6 ans, encore plus quand que les enfants savent lire, qu'on leur fait faire et qu'on ne fait pas faire à d'autres enfants. Comment toi, tes filles, Claire, ont pu le vivre, ça? Et comment toi, Alicia, tu l'as vécu? On va commencer par Alicia, peut-être. Moi, comment je l'ai vécu, comme je disais tout à l'heure, je l'ai pas mal vécu parce qu'en fait, quand on est enfant, c'est un peu ce qu'on dit, c'est que tout semble normal, enfin, c'est juste comme ça et c'est tout. Mais c'est ce qu'on disait, ça crée une autonomisation très précoce. Mais moi, je l'ai pas mal vécu. C'est juste plus la question de, comme tu disais, Claire, d'en parler et de prendre conscience de ça parce que c'est important aussi de comprendre que c'est pas le cas de tout le monde. Et ce dialogue, donc cette conversation sur le fait que ce ne soit pas le cas de tout le monde, quand est-ce que tu l'as eu avec ta mère? Ça a toujours été, ou puisque tu me disais que c'était naturel? Oui, c'était naturel. Ouais. Et puis après, il y a eu l'adolescence. Ouais. Et là, il y a eu conversation, peut-être. Et là, il y a eu problème. Ouais. Avant la conversation. Et après, oui, il y a eu conversation, mais très récemment, en fait. Ouais. Là, j'ai 22 ans et en fait, on en a parlé quasiment cette année. Ce qui a posé les choses et rendu les choses, je trouve, beaucoup plus simples. Mais parce que j'ai pris conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pris conscience de aussi la position que ça impliquait de demander et que c'est pas toujours facile, en fait. Et c'est important aussi de se mettre à la place de l'autre et ça développe ça. Mais il y a plusieurs phases, en fait. Ouais. Mais... La place de l'autre, ça, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est intéressant. On en reparlera un petit peu plus tard. Claire, donc tes filles, toi, alors comment elles ont vécu cette charge mentale, entre guillemets? Pas bien, je pense. Elles me l'ont appris il y a peu de temps d'ailleurs, et c'est vrai que moi je m'en étais jamais rendu compte, j'avais jamais pensé que ça avait pu mal entre guillemets se passer pour elles. Oui, non, elles l'ont. Apparemment, ça a été un peu lourd, puis surtout du fait qu'on n'en parlait pas, puisque comme moi, j'en étais pas consciente. Puis comme tu disais tout à l'heure, Alicia, à l'adolescence, on n'a pas forcément les mots, on n'a pas pour mettre sur des émotions, sur des ressentis. Donc du coup, c'était un peu, comment dire, un langage de sourds, si je puis dire, quoi. Je veux dire, elles n'avaient pas les mots. Moi, je voyais pas du tout qu'il y avait un problème, donc c'était. Et donc, elles me l'ont dit il y a très peu de temps, un peu comme toi, Alicia, cette année, on va dire. Oui, c'était un peu l'année des découvertes. Donc, sur le coup, ça m'a fait mal, quoi, parce que je me suis dit, mais je ne pouvais pas faire autrement. Enfin, je veux dire, on ne peut pas... comment j'aurais pu faire, quoi. Puis bon, après, on accuse le coup, on réfléchit, on analyse, puis on dit, oui, effectivement, j'aurais dû peut-être demander l'aide d'une psychologue, pour mettre des mots dessus, faire d'autres choses. Voilà, mais à l'époque, je ne savais pas. Le problème n'avait pas été identifié, donc c'est difficile de trouver une solution à un problème qu'on ne connaît pas. Puis surtout, j'avais pas l'impression de leur en demander beaucoup. Ouais. C'est ça, enfin, je veux dire, j'avais pas l'impression que c'était... Oui, Viviane. Ouais, je dirais qu'à l'adolescence, il y a presque un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que le parent, il est bien embêté avec son handicap et en même temps, il veut pas embêter l'enfant. Et en même temps, l'enfant, il est très intéressé par ce qui se passe dans sa propre vie. Il a le cerveau embrumé d'hormones, il a très envie de découvrir le monde et en même temps il est profondément angoissé et c'est pas le moment d'en parler. Donc je pense que s'il faut parler à l'enfant de la différence et du handicap, c'est vraiment en amont avec des mots adaptés à l'âge de l'enfant, sans l'angoisser, en naturalisant les choses. Et ensuite il faut le laisser vivre son adolescence, sa propre découverte, et y revenir après, une fois que les choses sont un peu plus posées et qu'il y a une certaine intelligence aussi émotionnelle qui s'est construite. C'est vrai que l'adolescence, j'ai l'impression que c'est quand même un passage où on prend un peu de la distance par rapport à ses parents pour peut-être mieux
les comprendre son éducation. Qu'est-ce que toi qui es psychologue, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu L'adolescence, c'est vraiment c'est la grande rébellion, c'est la révolution. C'est la remise en question. Et oui, on s'émancipe, on s'autonomise. Alors, soit on est d'accord avec l'éducation des parents, mais quand même, on va aller chercher un peu ailleurs ce qui se passe. C'est l'ouverture au monde, en fait, l'adolescence. Et c'est important, c'est vital. Hein. C'est le début aussi de son auto-éducation, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? C'est-à-dire qu'on va aussi chercher, on a les valeurs de ses parents, mais on va aussi chercher de nouvelles valeurs ailleurs qu'on confessionne. Auto-éducation, je dirais pas ça. Je dirais c'est une éducation ailleurs. On va faire des rencontres et on va prendre ce qui nous intéresse et on va rejeter ce qui nous intéresse pas, mais c'est les autres qui vont nous apprendre d'autres choses. Mais un cercle élargi, on va plus aller le chercher dans la famille proche, on va aller le chercher dans les activités, dans les amis, dans les tuteurs. Claire, tu nous parlais donc du coup de ce que tu as découvert sur le vécu de tes filles, etc. On parlait aussi de la conversation qui a eu lieu entre vous, Alicia et Viviane, donc plus tard. Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir ? Alors pour moi, ça a été extrêmement difficile. Vraiment, pourtant c'est mon métier, mais comme quoi les deux domaines sont indépendants. Mais en fait, quand on est parent, on a envie d'être un parent sécurisant, un parent qui va porter les choses, qui va accompagner son enfant et le tenir par la main. Et on n'a pas envie que ça soit l'enfant qui nous tienne par la main pour traverser la rue. Oui. Donc, il faut faire une grande preuve d'humilité tout en montrant qu'on est une personne avec une infirmité, mais aussi valide que tout un chacun. Donc, je pense qu'il faut vraiment développer des compétences personnelles pour rester un parent auquel l'enfant a envie de s'identifier. Et comment moi je l'ai vécu ? Oui, effectivement, ça a été dur parce qu'on fait le deuil de l'enfant quand il a un handicap, mais en tant que parent, on fait le deuil de soi-même en tant que parent. Comment dire ? Est-ce qu'on fait le deuil de l'image de l'image du parent qu'on aurait voulu être ? Bien sûr. Ah oui, ouais, c'est ça. Bien sûr. Et ça, c'est douloureux. Ah oui, oui. Je confirme. Ouais. Et oui, parce qu'on a tous tendance à se projeter, à vouloir être quelque chose qui nous paraît le mieux pour notre enfant. Mais en fait, on se découvre parent plus qu'on ne se projette parent, j'ai l'impression. On se découvre parents et on fait toujours du mieux qu'on peut, mais le mieux n'est pas toujours suffisant. Et oui, bien oui. sûr. Mais on est tous avec nos problématiques et la diversité de nos vécus autour de cette table aujourd'hui, je pense qu'elle va dans ce sens-là. Je sais pas ce que tu en dis, Viviane. Je dis que le handicap, ça nous force à avoir cette conversation que tous les parents n'ont pas, mais devraient avoir. Ouais. Ça, c'est au moins un avantage. Alicia, au final, qu'est-ce que ça t'a apporté maintenant que tu es adulte ? Qu'est-ce que tu... Jeune adulte. Ouais, jeune adulte, c'est vrai. Quel bilan tu fais ? Est-ce que c'est plutôt positif ? J'imagine qu'il y a du positif et du négatif, mais qu'est-ce que tu en retires comme conclusion Moi, ce que j'en retire, c'est que c'est ce qu'on disait, en fait, c'est une grande preuve d'humilité et que c'est un chemin par lequel tout le monde passe, en fait, parce qu'il y a ce que tu disais... le moment où on remet en question, on rejette parfois ce moment où l'adolescence qui peut être très dur, on s'en rend compte. Hein. Et cette conversation, elle a tout reconstruit en fait, en repartant de zéro. Et moi, ça m'a aidée parce que je tiens à préciser qu'on n'a pas eu cette conversation en tant que psychologue et enfant. Non, mais c'est important de le dire. Oui. Parce que moi, je crois que ça m'a aidée aussi le jour où tu t'es enlevé de cette image de... Non, mais c'est vrai. Et que ça a enlevé quelque chose et que du coup, il y avait plus d'espace pour ça. Mais, qu'elle s'est enlevée de psychologue et qu'elle était plus maman que psychologue, non, c'est ça ? Non, pas plus maman parce qu'elle a toujours été. C'est juste que... de ce dont on parlait, c'est-à-dire de l'image du parent qu'elle voulait être. Exactement. D'accord. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de colère à un moment donné quand même par rapport à tout ça. Et le jour où on en a parlé, ça a déconstruit les choses, ça a dédramatisé les choses beaucoup aussi. Et c'est là où, en fait, le côté du rejet, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est qu'après, il y a la vraie relation très très forte, c'est quand on accepte en fait que c'est comme ça et qu'on apprend à vivre avec. Et je trouve que du coup, c'est que positif en fait.
Mais c'est un long chemin. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose que ça t'apportait, c'est je dirais de l'empathie, de se mettre à la place de l'autre. C'est vrai que dans ce monde-là, dans un monde qui nous paraît en tout cas très subjectif, individualiste, exactement, encore plus avec les téléphones portables où on est très, très dedans, dans les transports, dans la rue, etc. Comment tu vis ça, toi ? Oui, c'est ça, c'est une façon de voir le monde différemment, de comprendre un peu les gens autour de soi aussi différemment, qu'ils perçoivent pas forcément les choses comme nous, que nous non plus d'ailleurs, enfin, peut-être que d'autres personnes voient les choses différemment. Mais c'est sûr que par rapport à la façon de vivre aujourd'hui, ça pose question parce qu'on est effectivement plutôt centré sur soi et que ça développe quand même ce côté-là d'être ouvert aux autres et même comme on parlait tout à l'heure, l'intuition, l'ouverture à ce qui nous entoure. L'intelligence sociale dont parlait voilà, c'est ça. Viviane. Je crois que être c'était en off, attentif mais, en fait. Ouais, être attentif à tout ce qui se passe autour différemment. Ouais. Oui, je parlais d'intelligence sociale dans le sens où ce sont des enfants qui sont habitués à analyser l'environnement, à prendre des informations, à les transmettre, et avec une grande maturité et une grande décentration. Et ça, c'est une grande qualité qui est extrêmement rare maintenant. Et arrivé à 22 ans, le souci, c'est qu'il y a un décalage dans la maturité. Alicia, elle a une capacité à échanger, à se positionner qui est presque celle d'une adulte, alors qu'à 22 ans, on est encore jeune, insouciant, un peu en sortie d'ado, on le voit, centré là, sur soi, et c'est normal. Comment tu parles et tout. Ouais, on Il y le a un voit. décalage. Il y a quelque chose que je retire un petit peu de cette conversation, c'est la communication. On sent que c'est quelque chose qui est primordial. Qu'est-ce que vous avez tous à en dire là, les uns les autres, Claire, par exemple ? Oui, c'est super important. Moi, je sais que j'ai pas assez communiqué avec mes filles. Ça, c'est le résultat. Voilà. Enfin, c'est ce que je pense. Ouais, mais c'est vrai que la communication, c'est important. Mais c'est vrai que des fois, voilà, on est pris on a un peu la tête dans le guidon, comme on dit. La vie, voilà, elle fait que on n'a pas toujours. C'est pas toujours évident de se toujours rendre compte facile, qu'il faut communiquer. Qu'il faut communiquer, voilà. Mais donc, voilà, si on doit dire quelque chose, il faut communiquer. Voilà. Viviane ? Je pense que communiquer, c'est pas facile et c'est pas facile d'aller chercher le temps, la personne. C'est pour ça que dans l'association qu'on a créée, moi, j'ai tenu à mettre en place des groupes de parole qui ne sont pas des groupes de parole thérapeutiques, mais des groupes de parole de discussion, parce que je pense que c'est de s'asseoir à un moment donné autour d'une thématique et d'échanger, peu importe le sujet. C'est ça qui fait libérer les choses. On peut parler du sport, de la télévision, mais les vraies choses sortiront toujours dans une discussion. Mais il faut cultiver cette habitude de discussion et, comme tu disais, d'éteindre les portables. Et de dire, voilà, maintenant, on éteint tout et on parle, quoi. Et la discussion, c'est justement ce qu'on vient de faire et ce qu'on essaye de faire avec ce podcast. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vous exprimer, de venir vous exprimer au micro de « Et si on se la racontait », eh bien, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie. Merci à tous les trois, c'était super intéressant. Ambroise. Et on se dit au prochain numéro. Salut. Au revoir. Encore merci à nos trois participantes. Bravo pour leur courage et leur sincérité. Si l'association de Viviane et Alicia vous intéresse, vous pouvez consulter leur site labulledesfunambules.com. À très vite pour de nouvelles aventures. Ce podcast existe grâce à tous les intervenants, à la radio Altitude FM, fréquence 93.5, et aux porteurs de ce projet, l'association UNADEV, Union nationale des aveugles et déficients visuels, du Centre régional de Toulouse.